Avocate, elle est également porte-parole du mouvement La France Insoumise qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Raquel Garrido. Bonjour. Benoît Hamon, candidat de l'aile gauche du Parti Socialiste, donné nouveau favori de cette primaire de la gauche. Mauvaise nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon? Non, pas du tout. Vous savez, c'est un exercice des socialistes qui se sont désignés, qui sont en train de se désigner leur candidat à la présidentielle, que certaines thématiques qui ont été portées par Jean-Luc Mélenchon depuis de nombreuses années, soient présentes et discutées. De toute façon, c'est une bonne chose. Après, ça reste entier la question de l'utilité réelle d'une candidature PS à cette élection. Là, cette semaine, on va vivre une bataille épique pour la 5e place. Mais justement, en reprenant des thèmes qui parlent à la gauche de la gauche, il y a quand même une concurrence plus ou moins directe, ou en tout cas plus ou moins franche, entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Moi, j'envisage pas l'élection 2017 comme ça. Je pense qu'il faut s'imaginer deux mondes. Il y a un monde qui est très politisé, qui vote aux élections primaires, qui est membre des partis, voilà. Et il y a un monde de l'abstention, du vote blanc, c'est-à-dire ceux qui ont été dégoûtés de la classe politique d'une façon générale. Et c'est à eux que parle la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Quand nous disons qu'il faut une assemblée constituante qui donnera des nouveaux droits, des garanties démocratiques solides, comme le droit de révoquer les élus, par exemple, ou la prise en compte du vote blanc dans le suffrage exprimé, c'est bien que nous sommes en train de dire que le système actuel, qui est une monarchie présidentielle, ne produit rien de bon. Et donc, on n'est pas en train de choisir le meilleur monarque de la monarchie présidentielle. On veut abolir la monarchie présidentielle, là, dès avril 2017. Donc, notre problème, il n'est pas de se concurrencer sur un petit, on va dire, marché, entre guillemets, d'électeurs très politisés qui sont proches du Parti Socialiste. C'est pas du tout là que réside la victoire. La possibilité de victoire de Jean-Luc Mélenchon, elle réside dans la conviction de la grande masse des gens. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, ce matin, n'a pas hésité à critiquer et à dire tout le bien qu'il pensait de la primaire socialiste, en parlant de triche au sujet de l'imbroglio qu'il y a sur ces chiffres de la participation. C'est quand même une preuve qu'il avait envie de réagir à ce qui s'est passé. Il n'a pas été le seul. Je pense que toute personne qui, à un moment donné, a un minimum de respect de soi-même, n'accepte pas des chiffres comme ça, aussi volatiles, aussi insincères, aussi peu transparents. Moi, je trouve qu'il y a une période de la vie politique qui est finie. Il y a une époque où vous pouviez faire ça, et ça passait comme une lettre à la poste. Il n'y a aucun journaliste qui venait vous chercher des poux dans la tête, les autres partis non plus, parce qu'on disait, la prochaine fois, moi aussi, je ferai pareil, et donc, personne... Mais c'est fini, cette époque. Aujourd'hui, il y a une exigence d'éthique en politique. Et on ne peut pas impunément annoncer 1,2 million à une certaine heure, ensuite annoncer 1,6 million avec des taux qui restent les mêmes à la décimale près pour les candidats. Donc là, vraiment, je trouve que le Parti Socialiste s'est montré tel qu'il était vraiment, c'est-à-dire comme il fonctionne dans tous les congrès du PS. Et on a vu que l'élection primaire, c'est plutôt une astuce pour faire une sorte d'ardoise magique, de page blanche par rapport au bilan et au quinquennat de Hollande. Mais au final, vous aurez quand même le Parti Socialiste tel qu'il est, tel qu'il a toujours été et tel qu'il continuera d'être. Bon, on voit bien la logique que vous essayez de mettre en avant. C'est ce que vous faites avec la France Insoumise, c'est-à-dire un mouvement plutôt qu'un parti. Et finalement, avec cette candidature de Jean-Luc Mélenchon qui est hors parti, est-ce que ça ne vous fait pas un point commun avec Emmanuel Macron ? Je pense qu'Emmanuel Macron, il a bien lu cet aspect de la société française aujourd'hui, la défiance vis-à-vis de la classe politique. Donc sa vision est juste sur l'analyse de la formation politique. Il me semble qu'il fait un diagnostic qui est juste. Après, là où il y a fraude, entre guillemets, dans la proposition d'Emmanuel Macron, c'est que lui, il en vient précisément de cette caste qui est rejetée par les Français. Il a été... il n'était pas membre du Parti Socialiste et il n'a pas hésité à le dire, d'ailleurs. D'accord, mais c'est son seul fait d'armes, parce que pour le reste, il a fait l'ENA, il est ensuite passé à la Banque Rothschild, il est revenu à l'Élysée, au cœur du pouvoir de la Ve République, qui est l'Élysée. Il a travaillé dans le privé, contrairement à d'autres candidats qui ont fait toute leur carrière dans le public. Oui, mais où dans le privé ? Dans la finance. Bon, et c'est à partir de là qu'il est repéré par ses amis, Attali, les autres, et qui revient au cœur du pouvoir. Et en fait, Emmanuel Macron, c'est l'héritier naturel de François Hollande. C'est lui, l'héritier naturel de François Hollande. Et c'est d'ailleurs... Vous pensez vraiment que ce message que la gauche essaye de faire passer, et également à droite depuis peu, la droite qui au début disait « il a des bonnes intentions, etc. » Et puis maintenant, on voit bien qu'il l'attaque directement. Vous pensez que ça va marcher, ce message, quand on essaye de dire qu'Emmanuel Macron est l'héritier
de François Hollande. Les gens vont y adhérer à cette idée. Mais vous pensez pas que c'est l'héritier naturel de François Hollande? C'est une question objective. Mon opinion ne compte pas. Mon opinion non plus. Et c'est une question objective. Le premier ministre à avoir utilisé le 49.3, c'est bien Emmanuel Macron, oui ou non? Quand on regarde les sondages, il apparaît quand même aux yeux de beaucoup de Français avec une nouveauté. Alors comment vous expliquez ce qui est ce paradoxe selon vous, justement? Je pense qu'il y a un matraquage médiatique déjà autour d'Emmanuel Macron qui est quand même stupéfiant. Le nombre de unes dont il a fait l'objet, en permanence les médias qui reviennent vers lui. Mais je pense que ça peut se dégonfler. A une très forte couverture médiatique également. Beaucoup moins. Vous regarderez dans les espaces médiatiques où il y a beaucoup de monde, Jean-Luc Mélenchon est bien moins présent. Heureusement d'ailleurs qu'il a pu développer la page YouTube et puis des médias horizontaux alternatifs qui permettent de développer le programme. Parce qu'en définitive, là où les choses vont s'éclaircir, c'est si les gens lisent le programme. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le seul à avoir un programme cohérent, complet, global, qui est l'Avenir en commun, qui vaut 3 €, qui est disponible dans toute bonne librairie. J'invite, dans le fond, chacun à aller le lire. C'est ça qu'il faut pour se grandir dans l'exercice démocratique et cette présidentielle. Et justement, Raquel Garrido, on en discute de ce programme de Jean-Luc Mélenchon. Parmi ses propositions, la suppression, la fin des discussions du TAFTA, ce traité de libre-échange négocié entre l'Union européenne d'un côté et les États-Unis de l'autre. Lorsqu'on regarde aux États-Unis l'élection de Donald Trump, avec qui, on se doute bien, vous ne partagez pas les mêmes opinions, les premiers décrets qu'il a signés, c'était notamment pour supprimer le traité transpacifique négocié en Asie. Et puis, on attend également celui sur l'ALENA entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ça vous inspire quoi lorsque vous voyez ça aux États-Unis ? Alors, vous avez raison de dire que tout nous oppose pratiquement avec Donald Trump. En particulier, je cite 2 choses. Là, dans ses premiers décrets, il a remis en route le pipeline du Nord Dakota dans lequel il a personnellement des investissements. Donc, on touche directement aux questions du conflit d'intérêts de ce milliardaire, en fait, qu'est Donald Trump, d'une part. Et deuxièmement, il veut interdire l'avortement et placer des juges à la Cour suprême qui vont voter contre la liberté, l'accès à l'avortement. Mais sur le libre-échange, c'est vrai qu'il avait pris des engagements auprès des Américains, auprès des travailleurs américains, pour leur dire qu'ils allaient cesser cette conception absolument folle du grand déménagement du monde, où les biens sont fabriqués en Chine, consommés dans les autres pays, et tout ça au bénéfice de quoi ? De personne, si ce n'est des actionnaires, parce qu'en fait, la valeur n'est créée que sur la base de la baisse des conditions de travail des personnes qui vraiment créent la richesse. Et lorsqu'ils menacent, par exemple, des constructeurs automobiles avec des tweets pour leur dire « vous allez fabriquer vos voitures sur le sol américain pour créer des emplois américains », vous pensez que c'est une méthode qui peut être transposable si jamais vous arrivez au pouvoir ? Je crains qu'en France, un tweet ne suffira pas pour relocaliser l'industrie et les activités économiques. Il va falloir plus que ça. Et c'est l'idée du protectionnisme solidaire qui est développée par Jean-Luc Mélenchon. C'est de dire, en fait, on a tous intérêt à renforcer nos économies nationales, à relocaliser l'économie. Dans le fond, ce que chacun sait faire, qu'il le fasse. Et ce qu'il ne sait pas faire, là, à ce moment-là, dans des échanges commerciaux qui sont négociés, on l'importe. Et puis, en France, nous sommes bien placés parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire. On en a perdu beaucoup à cause du libre-échange, mais il en reste. Il faut les défendre. Il faut en développer de nouveau, notamment sur la question de la transition écologique où il y a tant à faire. C'est là la proposition, par exemple, d'investir la question de l'économie de la mer ou l'horizon de l'espace, qui sont des grands projets pour les Français que développe Jean-Luc Mélenchon. Et ma transition est toute faite. C'était ma dernière question. L'une des grandes évolutions de Jean-Luc Mélenchon par rapport à sa campagne de 2012 à celle d'aujourd'hui, c'est la question écologique. Il est devenu aujourd'hui écologique, en tout cas dans son programme, dans ses idées. Et ce matin encore, il disait dans un tweet, il faut 100% d'énergie renouvelable. Et il parle de garantir les emplois pour tous ceux qui travaillent dans la filière nucléaire. C'est 220 000 emplois selon les chiffres de la Société française d'énergie nucléaire. Ma question, vous faites comment pour les garantir, ces emplois ? C'est tout simplement logique, parce qu'il faut bien des travailleurs pour dénucléariser. Pour démonter une centrale nucléaire, il vous faut des travailleurs et des techniciens qualifiés, des gens qui savent le faire. Donc c'est a priori... Donc ceux qui ont fait le nucléaire peuvent le défaire. Bien sûr, ce sont les mieux placés pour le faire. Vous savez, les projections à des dizaines d'années, c'est par exemple la prospection de l'association Négawatt, on parle de 25 ans, si ma mémoire est bonne, et
Donc, il faut planifier tout ça, il faut des travailleurs, et ça ne s'invente pas des techniciens qualifiés. Est-ce que ce sont les mêmes formations, les mêmes compétences, ou il y aura besoin de faire des plans de formation pour... Il faut également des plans de formation et il faudra des recrutements. De toute façon, la transition énergétique, elle est massivement créatrice d'emplois. Merci Raquel Garrido, je rappelle, avocate et porte-parole du mouvement La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.